Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui 27 mai 2026 pour une nouvelle mondoscopie au programme l'Iran, la Russie, l'Ukraine et l'Europe. D'une manière générale, on peut dire que ce soit sur le dossier ukrainien, ukraino-russe, mais surtout sur le dossier iranien, on est toujours en plein brouillard et en même temps on sent bien qu'il y a un gouffre qui se rapproche, même si on ne le voit pas forcément parfaitement. Quand ce ne sont pas les États-Unis qui mettent en grand danger l'économie mondiale, ce sont les réactions ahurissantes des Européens qui risquent de nous mettre à portée de tir des forces armées russes dont on comprend, à des signes pourtant très clairs et sans équivoque, qu'elles servent un pouvoir qui commence à en avoir véritablement assez du harcèlement qui se produit à son encontre avec des crimes de guerre manifestes. Voilà, en Russie même, et en tout cas dans les oblasts anciennement ukrainiens qui sont désormais partie de la Fédération de Russie, qu'on le veuille ou non. Bon. Donc, je commence par l'Iran et puis je reviendrai vers ce qui concerne la Russie parce que ça nous concerne aussi quand même d'une façon de plus en plus claire en fait. Et je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas. Moi, ça m'échappe. Nous jouons vraiment un jeu extrêmement dangereux. Alors, sur l'Iran. Manifestement, Trump est en train de virer de nouveau, donc il vire, il revire, après avoir laissé se faire une négociation certes indirecte, mais quand même avec les émissaires iraniens via les Pakistanais et d'autres, il avait semblé laisser faire la première partie d'un accord. C'est pas vraiment un accord, c'était un Memorandum of Understanding, une sorte de lettre d'intention, si vous voulez, de première phase qui devait être un prélude à des négociations beaucoup plus importantes et lourdes et longues forcément, notamment sur les questions nucléaires. Bon, donc ça, on était dans ce processus. Il s'avère qu'évidemment, vu le rapport de force, encore une fois, on ne peut pas se faire escamoter le rapport de force dans les relations internationales, c'est pas possible. Vu le rapport de force favorable à l'Iran, là encore, n'en déplaise aux États-Unis, et quelles que soient les déclarations triomphantes de Donald Trump, la réalité, qui est aujourd'hui avouée même par les médias américains qui parlent pour le compte du Pentagone notamment, et par bien sûr tous les analystes un peu chevronnés sur la question, la réalité c'est que l'Iran est sorti victorieux, vous le savez, de la première phase de ce conflit, donc j'espère que ce sera d'ailleurs la dernière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre des 40 jours, qui a commencé le 28 février. Et donc, cet accord-là qu'on est en train de discutailler interminablement avec les navettes des Pakistanais, entre les Iraniens et les Américains, avait fini par accoucher d'une version très favorable à l'Iran, et en fait, logique, si vous voulez, du fait de la position globalement de faiblesse des États-Unis. Bon. Mais il semblerait que Trump, sous pression probable, vienne de sortir un nouveau lapin de son chapeau. Ce nouveau lapin de son chapeau, c'est que maintenant, comme les pays du Golfe, les pays arabes, ses alliés, ses anciens alliés qu'il n'a absolument pas protégés des représailles iraniennes à partir du 28 février, donc qui lui en veulent et qui en tout cas ne veulent pas que ça recommence, que ça reparte, que les États-Unis refrappent et font pression donc sur les Américains, sur Trump, sur son entourage, enfin ils jouent de leur réseau d'influence. Et donc, lui, il se sert de ça, c'est-à-dire de la peur qu'ont ces pays que la guerre ne reprenne à leurs dépens et qu'il y ait des représailles iraniennes de nouveau
sur eux, en fait, hein, sur leur territoire, sur leurs infrastructures pétrolières, sur leurs usines de désalinisation, sur tout un tas de choses. Eh bien, Trump argue de cette vulnérabilité, cette inquiétude des pays arabes pour leur dire, écoutez, si vous voulez que je ne frappe pas, c'est pas compliqué, vous signez les accords d'Abraham. Voilà, vous signez tous, vous re-signez tous, et évidemment, ils visent parce qu'il y en a déjà un certain nombre de pays qui les avaient signés, les accords d'Abraham, ils visent entre tous l'Arabie Saoudite, dont il sent bien qu'elle commence à mesurer le prix de son ancienne vassalité et qu'elle a envie de jouer un peu plus habilement pour aller vers une normalisation de ses relations, y compris avec l'Iran, et un apaisement à l'échelle régionale. Donc Trump dit en gros, vous signez Abraham et je ne frappe pas. Si vous ne signez pas Abraham, je pourrais être tenté de refrapper, parce que vous comprenez, il me faut une victoire, etc. Bref, donc il lui faut une victoire. Il lui faut pouvoir dire, puisqu'il n'en a pas eu dans la guerre des 40 jours, j'ai réussi quelque chose, regardez, les Saoudiens ont signé les accords d'Abraham, et évidemment, cela fait plaisir à qui? Cela fait plaisir à Israël. Bon, ça c'est manifestement ce qui est en train de se passer, parce que l'accord tel qu'il était négocié, désormais, alors au moment où j'enregistre, encore une fois, ça change tout le temps, donc je ne peux pas vous dire que ce sera la même chose ce soir à 20h ou demain à 18h, et qu'il n'y aura pas d'ailleurs peut-être de frappe cette nuit. Ça, personne ne peut le dire, hein, à part ceux qui sont vraiment tout près du président et tout près de ses lignes téléphoniques. Ce qui est certain, c'est que les forces américaines sont prêtes à frapper. Là, tous les gens tous les Américains qui ont des amis qui commandent tel ou tel élément du dispositif américain disent ils sont complètement loaded, ils sont prêts à tirer, quoi. Ils attendent l'ordre. Bon, donc on est vraiment sur le fil de rasoir, si vous voulez. Et manifestement, le problème en fait de Trump désormais, eh bien, c'est en fait de mesurer, à mon avis, la relation actuelle entre ces grands donateurs dont il est tributaire, dont il est dépendant, hein, dans la perspective des midterms et d'une manière générale, cette relation entre ceux-là et le pouvoir à Tel Aviv et Benjamin Netanyahou, en fait. Parce que, alors je passe sur tous les scandales qui ont eu lieu avec ces ministres, je ne sais même pas comment les décrire, les Smotrich, Ben Gvir. Là, ça fait scandale, on découvre l'eau chaude, hein, parce que tout ça n'est pas très nouveau, à vrai dire. Mais la question, c'est en fait, est-ce que Trump peut se permettre de dire à Netanyahou, je ne te soutiens plus si tu continues à essayer de saboter le cessez-le-feu avec l'Iran ou un accord que j'aurais mis en place avec l'Iran, en continuant tes opérations à Gaza, en continuant tes opérations au Liban, dans des proportions absolument terrifiantes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images, il y en a quand même partout, c'est difficile de passer à côté. Donc là, si vous voulez, objectivement, Benjamin Netanyahou et son gouvernement et la politique actuelle d'Israël n'est pas du tout un atout, si vous voulez, pour Trump. C'est vraiment un gros handicap. Donc la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il peut tenir la dragée haute à Netanyahou et le forcer, parce qu'il peut le faire militairement. C'est assez vite vu, en fait, hein. Il peut le faire en dépit des capacités de Tsahal, des qualités des forces armées israéliennes, des talents du Mossad, etc., etc. Mais est-ce qu'il peut se permettre de le faire sans courir des risques, si vous voulez, pour lui, politiques, internes, lourds, vis-à-vis des gens qui le financent, des gens qui l'appuient et qui, jusqu'à présent, l'appuyaient parce qu'il appuyait Benjamin Netanyahou. Bon, ça, c'est le sujet. Avant de poursuivre, un mot sur Or.fr, notre partenaire aujourd'hui,
que nous remercions de soutenir la chaîne et notre travail sur Pays Guerre. Dans un monde marqué par l'instabilité, les risques géopolitiques, la rupture des équilibres économiques, la question de la souveraineté ne concerne pas simplement les États. Elle concerne aussi la façon, à titre individuel, dont chacun organise et sécurise ce qu'il détient. Depuis 2011, Or.fr permet aux particuliers et aux entreprises d'acquérir et de détenir de l'or et de l'argent physique sous forme de lingots et de pièces provenant de raffineurs accrédités. Les métaux sont détenus en votre nom propre et stockés hors du système bancaire dans des coffres-forts sécurisés en zone sous douane. Chaque client reçoit un certificat de stockage nominatif édité par un tiers indépendant qui atteste de sa propriété directe des métaux. Il est donc possible d'auditer les coffres, d'y accéder physiquement et de demander le retrait de ce qui s'y trouve. Les métaux sont également assurés et Or.fr vous fournit aussi un service de rachat et un service de livraison à domicile pour ceux qui préfèrent conserver eux-mêmes leurs pièces et leurs lingots. Cette communication est fournie à titre informatif et ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement. L'investissement dans les métaux précieux comporte des risques, notamment de perte de capital. Vous trouverez le lien affilié en description pour en savoir plus et je remercie de nouveau Or.fr de soutenir Pays Guerre. Après où on en est de la négociation, donc il y avait cet accord. Alors cet accord, donc très favorable à l'Iran, il faut quand même le dire. Lever des sanctions sur le secteur énergétique, 12 milliards d'avoirs iraniens dégelés au début de cette période de 60 jours, donc qui est couverte par l'accord, et 12 milliards après. L'Iran s'engage à ne pas faire la bombe. Enfin, encore une fois, c'est pas un scoop, ça fait des années que l'Iran s'est engagé à ne pas avoir de nucléaire militaire. Il est dit que le nucléaire ne sera discuté qu'à partir du 60e jour, si vous voulez, on commencera à discuter de choses de fond. Les deux parties iraniennes et américaines s'engagent pour mettre fin à la guerre et que l'une des conditions clés pour cela, c'est que le Liban arrête d'être bombardé par Israël. Voilà. Donc le Liban est vraiment dans l'accord, si vous voulez. Quant à Hormuz, la question qui est très importante pour Trump, parce qu'il en a fait tout un fromage, là aussi, comme du nucléaire, donc c'est un peu compliqué quand on érige, d'abord c'est lui qui a fait le véritable blocus qui ne marche pas, mais qui est quand même ce qui a provoqué le recul des Iraniens par rapport à leurs précédents engagements au moment du premier cessez-le-feu. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, je ne peux pas tout répéter chaque fois, mais voilà. Hormuz, ce n'est pas le statu quo ante. Ça devient une affaire strictement irano-omanaise, pardon. Mais le nombre de bateaux peut redevenir en fait comme avant, peut remonter à ses niveaux d'avant la guerre. Simplement, c'est l'Iran qui décide, bien sûr il n'y a pas de bateau de guerre, mais pour tous les navires commerciaux, tous les vaisseaux commerciaux, il se plie à un certain nombre d'exigences, d'enregistrement, de sécurité, de trajectoire, etc., de la part de l'Iran et d'Oman. Mais les Iraniens et les Omanais s'entendent très bien. Bon, l'Oman est resté neutre dans cette guerre et, à mon avis, bien lui en a pris. Bon, on ne peut pas en dire de même pour tout le monde. Donc, la passe est ouverte, si vous voulez. Il n'y a rien à négocier avec les Américains, je ne sais quoi, on se partage. Donc, il n'y a pas de droit de douane, il y a une sorte de droit de passage qui n'est pas un droit de douane. Alors, c'est l'idée peut-être de faire un peu comme font les Turcs pour les Dardanelles. En tout cas, il est clair que le rapport de force est en faveur pour l'instant des Iraniens, que les négociateurs américains sont beaucoup plus pressés que leurs homologues iraniens.
est beaucoup plus patient, est beaucoup plus résilient. Et voilà, c'est un autre temps politique, en fait, temps stratégique et temps militaire. Il y a eu d'ailleurs un voyage du président du Parlement iranien, Ghalibaf, qui est l'un des hommes forts maintenant du régime, à Doha, au Qatar, pour assurer cet accord avec les Américains et justement que les 12 premiers milliards d'avoirs iraniens soient dégelés, etc., etc. Mais aussi pour discuter, et ce n'est pas négligeable, du futur équilibre entre les pays de la région qui viserait à les faire en fait échapper à l'emprise américaine. Donc ça va directement contre ce que Trump essaie d'obtenir là avec une espèce de signature comment dirais-je, remise à l'honneur, réitérée et pour les Saoudiens donnée des accords d'Abraham. Là, on voit bien que en fait, ils sont toujours d'accord sur pas grand-chose. Et surtout, dans ce contexte, avant-hier, tenez-vous bien, 2 bateaux iraniens, de petits bateaux, mais enfin des petits bateaux militaires, iraniens, ont été touchés par les Américains. C'est quand même... on se demande ce qu'ils cherchent. 4 morts, 4 marins morts. Il y a eu une riposte iranienne, sur un tanker notamment. Il y a eu un nouveau drone Reaper après les 30 qui ont déjà été détruits pendant les 40 jours de la guerre déclenchée le 28 février. Il y a eu un 31e drone Reaper, MQ-9, ça vaut quand même 34 millions de pièces, cette petite chose. Et donc les Iraniens ont fait virer de bord, si j'ose dire, un F-35 qui se baladait, qui prétendait aller dans leur espace aérien. Bref, on a quand même l'impression que certains éléments des forces armées américaines, et probablement avec un accord pour le faire, sont en train de tester le dispositif iranien et de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se déclenche, quelles sont les défenses antiaériennes qui se déclenchent, etc., etc., etc. Voilà où nous en sommes. Donc tout ça est quand même extrêmement fragile, extrêmement volatile, comme on dit, et on a l'impression que Trump cherche finalement un nouveau prétexte pour relancer les frappes. Et ce prétexte, ça pourrait être de dire, écoutez, vous les pays arabes, vous voulez pas que je recommence la guerre, mais enfin, vous ne voulez pas signer les accords d'Abraham, donc moi j'en fais une condition, en fait, à ma tempérance, on va dire, militaire, et donc ça me donne l'occasion de refrapper, sachant que ça ira vers un désastre pour la partie américaine, évidemment pour de très lourdes pertes et un affaiblissement certain du côté iranien, mais du côté américain, ça ne sera pas non plus une promenade de santé, très très loin de là. Bon. Donc, voilà où nous en sommes. Je voulais aussi vous dire que dans la série, dans la famille, je suis plus cynique que toi, quand même, les Israéliens et les Américains font très fort parce qu'il s'avère, et ça a été fuité par divers analystes, donc je pense quand même que ça n'est très probablement pas faux, que le plan, tenez-vous bien, le plan israélien, notamment, mais soutenu par les États-Unis, de la frappe de décapitation qui a eu lieu le 28 février dernier, était de réussir à faire sortir, donc à tuer un maximum de gens, et réussir à faire sortir de sa résidence surveillée l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad et de le mettre au pouvoir. C'était lui le bénéficiaire du régime Change. C'était lui l'homme des Américains et des Israéliens. C'est absolument ahurissant parce que si on a un tout petit peu de mémoire, il a été président au tournant des années, fin des années 2000, début des années 2010, si ma mémoire est bonne. Mais c'est surtout l'homme qui a été littéralement voué aux gémonies pour avoir fait des déclarations effectivement extrêmement graves, appelant à la mort d'Israël. Enfin, voilà. Donc, c'est cet homme-là
qu'Américains et Israéliens avaient l'intention de mettre comme marionnettes à leur botte si l'opération Regime Change avait marché. Un peu comme Al-Shara en Syrie. Pardonnez-moi, mutatis mutandis. Voilà. Enfin, il faut quand même le dire, parce que ça laisse songeur. Ça laisse songeur sur plusieurs choses. Ça laisse certainement songeur sur, finalement, le sérieux accordé par la partie israélienne à ce type de menace iranienne qui était d'ailleurs peut-être pensée par Ahmadinejad à cette époque, et qui en tout cas avait fait l'objet d'une bronca internationale, à juste titre, totale contre cet homme. C'est lui qu'on veut essayer d'aller chercher dans sa prison pour aller le mettre à la place du guide suprême ou du président Pezeshkian peut-être. Je ne sais pas quelle était la place qu'on lui avait véritablement attribuée dans ses plans foireux, pardonnez-moi. En tout cas, il a été blessé, lui, pendant la frappe de décapitation. Et manifestement, il paraît il avait tiédi un peu dans sa détermination quand il a vu que ça ne marchait pas, quand il a vu qu'il était blessé. Voilà, c'est tombé rien, tout a échoué, si vous voulez. Bon. Mais enfin, c'est quand même, si c'est vrai, bon, il se peut que ce soit faux, parce qu'il y a tellement de choses fausses et vraies qui sont dites dans cette période, mais enfin, c'est dit par des gens qui n'ont pas l'habitude de raconter n'importe quoi. Voilà, qui sont des Américains, des analystes, des anciens de la CIA, du département d'État, etc., etc. Enfin, manifestement, pour eux, c'est clair, c'est net et c'est vrai. Bon, je dirais, ce sont peut-être des agents iraniens, eux aussi, on ne sait jamais, dans l'ambiance dans laquelle on vit. Bon. Je passe à mon deuxième point, la Russie, l'Ukraine et la mise en pratique, en fait, du durcissement de Moscou, du pouvoir, enfin du Kremlin, que l'on sent venir depuis quelques mois, mais qui là passe à la phase, si j'ose dire, opérationnelle, et c'est tout de même extrêmement inquiétant, et je ne suis pas certaine que l'on comprenne bien la gravité de la situation. Donc, bien sûr, le mécontentement, un certain nombre de gens expliquent qu'en Russie, il y a un mécontentement devant le fait que cette guerre dure trop, n'est pas véritablement, la victoire n'est pas véritablement claire et nette, ça va trop lentement, ça met l'économie non pas en danger véritablement, parce qu'au contraire, elle s'est plutôt bien sortie de tout ce qui avait été entrepris contre elle, l'économie russe. Mais malgré tout, même si ce n'est pas une économie de guerre véritable, parce que je ne pense pas qu'en termes de pourcentage, on soit encore passé à plus de 50% des ressources de l'État dédiées à la guerre. Mais néanmoins, voilà, c'est pas comme une économie ouverte qui travaillerait avec le reste du monde, etc. Donc pour la classe jeune, diplômée, entreprenante, ou même un peu moins jeune, mais qui est dans le système et qui fait des investissements et qui se trouve d'un seul coup littéralement ravalé au rang de membres d'un pays paria, que tout le monde est en Occident, avec qui plus personne ne veut rien avoir à faire. Bon. Et puis, il y a bien sûr la prise en main par l'État, par les structures d'État, d'une grande partie de cette économie, quand même, depuis un certain nombre d'années. Mais là, ça devient, et à la faveur de la guerre, bien sûr, tout ça s'est rigidifié. Eh bien, il y a une forme de mécontentement, en fait, de mécontentement diffus qui n'est pas du tout... qui ne met pas en danger la popularité de Poutine. Ça, je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent de rêver. C'est pas, ça va pas suffire, si vous voulez. D'après ce qu'on comprend, le pouvoir russe est quand même encore extrêmement populaire et soutenu, parce qu'on comprend bien, les gens comprennent bien qu'il y a une guerre, qu'il y a une offensive, qu'il y a une attaque, que l'OTAN, l'Europe, via l'Ukraine, cherche à véritablement infliger cette fameuse défaite stratégique à la Russie, dont les Russes ont beaucoup parlé.
même si les Russes, eux, prétendent infliger une défaite stratégique, au moins à l'Europe et pourquoi pas aux États-Unis. Voilà, il y a toujours cette idée que si finalement, et si Poutine par terre, il y aura pire que lui, mais peut-être qu'il n'y aura pas pire que lui. Peut-être qu'il y aura des gens plus enclins à reprendre langue avec l'Occident et peut-être à refaire confiance à l'Occident. Bon, là, je pense que ce serait quand même extrêmement dangereux comme calcul, mais bon. Néanmoins, dans un premier temps, en ce moment et depuis quelques mois, cette ambiance et ces contraintes et cette durée de la guerre et le fait qu'il n'y a pas de perspective diplomatique, parce que personne ne veut parler avec Poutine. En Europe, on a décidé que c'était un lépreux et on va le payer extrêmement cher énergétiquement et c'est dramatique. Mais enfin, c'est comme ça, c'est un choix idéologique auquel nous nous tenons manifestement très fort. Bon. Quant aux Américains, eh bien, l'esprit d'Anchorage était faux, en fait, était totalement spécieux et artificiel. Les Russes en sont revenus. Et surtout, ils observent que les provocations continuent et que les Américains, comme les Britanniques, continuent à fournir du renseignement, des coordonnées de ciblage, etc., aux Ukrainiens pour frapper la Russie directement et pour faire des crimes de guerre, c'est-à-dire pour frapper des cibles civiles. Voilà, d'après tous les témoins qui sont allés sur le lieu du dernier incident dans l'oblast de Luhansk, qui est maintenant sous contrôle russe, dans le Donbass. Mais là, il y a eu une frappe ukrainienne qui a fait 21 morts dans un dortoir d'étudiants entre 14 et 21 ans, donc des ados et des jeunes à peine sortis de l'adolescence qui dormaient, qui se sont fait assassiner par les Ukrainiens en toute connaissance de cause. C'était pas du tout une cible militaire, ça a été montré, il y a des images, etc. Donc voilà, c'est net, c'est clair. Donc c'est une politique de terreur de la part de Kiev, mais qui est appuyée, évidemment, par les soutiens inentamés de l'Ukraine. Voilà, du pouvoir ukrainien, parce que c'est assez différent pour moi de l'Ukraine. Mais bon, j'avais dit il y a déjà plusieurs émissions, et je le redis chaque fois, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un moment donné où Poutine va devoir réagir, va devoir faire oublier finalement, non seulement à son peuple, mais aux gens qui l'entourent, sa naïveté à Anchorage, l'humiliation, parce qu'il est quand même allé en territoire américain, Vladimir Poutine. Il est allé en Alaska, c'est pas Trump qui est venu en Russie. Donc, il va essayer de faire en sorte que son ministre des Affaires étrangères, qui est un virtuose, mais qui commence aussi peut-être à être fatigué de tout ce qu'il essaie de faire et qui n'apporte rien, parce qu'en fait, en face, il n'y a rien, il n'y a pas de volonté. Lavrov qui en veut aussi un peu à Poutine d'avoir donné la main, j'allais dire, aux économistes libéraux élevés aux États-Unis, éduqués aux États-Unis, que sont Dmitriev et d'autres d'ailleurs autour de lui. Bon, il fallait réagir. Et là, ça vient d'être décidé, donc il y a eu une frappe très forte il y a quelques jours, avec un Oreshnik, avec des Kinjal, avec des calibres, avec une frappe vraiment très, très lourde. Mais surtout, il y a eu une conversation à l'initiative des Russes, à l'initiative de Sergueï Lavrov, vers Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, qui a prévenu les États-Unis que la Russie allait mener des frappes systémiques, systémiques et systématiques, sur des cibles militaires à Kiev. Sur des cibles militaires à Kiev. Chaque mot compte. Donc, ce ne sont pas des cibles ukrainiennes uniquement. Ce sont des cibles militaires. Et c'est là qu'on comprend que la Russie ne joue plus, en fait. Elle ne fait plus semblant de ne pas voir qu'à Kiev, il y a bien sûr
dans les organismes, dans les bâtiments gouvernementaux, dans les états-majors, dans tout un tas d'endroits, aux côtés des Ukrainiens, des militaires américains et britanniques, des agents de renseignement américains et britanniques et européens. Bref, enfin voilà, si vous voulez, cette espèce de mensonge pieux auquel les Russes, dans la perspective d'une reprise du dialogue, de la définition d'un accord, de la sortie de la guerre, d'un règlement, de quelque chose, bref, faisaient semblant de ne pas voir, et maintenant ils le voient et ils préviennent les Américains, ça va taper, et je vous préviens, pour que vous disiez à tous vos personnels, donc personnel, hein, là c'est plus les mercenaires si vous voulez, parce que les Russes depuis 4 ans tapent périodiquement certains endroits où sont tout un tas de mercenaires étrangers, bon, sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais qui ne sont pas, si vous voulez, il ne prévient pas les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Européens, parce qu'il a Lavrov a aussi prévenu les Européens que là, ça allait toucher leur personnel direct. Donc en fait, c'est nous qui sommes ciblés. C'est fini l'histoire du proxy. Les Russes savent que, et disent depuis des mois et des mois et des mois que l'Ukraine n'est qu'un proxy. Bon, ben ça, d'accord, tout le monde l'a compris, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Mais puisqu'on ne comprend pas et qu'on continue à faire, à provoquer la Russie, en fait, à faire des frappes dangereuses et gênantes et politiquement délicates à admettre pour Vladimir Poutine depuis quelques mois, eh bien, il faut donc taper à la source, entre guillemets, et donner une leçon, parce que c'est ça, hein, c'est nous la cible. Donc, donner une leçon aux Européens, aux Américains et aux Britanniques. S'ils ne retirent pas leur personnel, il y aura des morts. Voilà, il y aura des morts parce que la Russie ne peut plus supporter les crimes de guerre. Voilà, elle ne peut plus. Alors, vous allez me dire, mais elle en fait, elle aussi, etc. À ma connaissance, ça n'est pas une politique systématique russe, très loin de là. Sinon, il y aurait infiniment plus de victimes, évidemment, civiles en Ukraine depuis 4 ans, vous pensez bien. Bon. Bref, donc la Russie a enlevé les gants et elle a décidé de se venger d'une certaine façon et de montrer que puisque les Occidentaux lui faisaient la guerre, elle allait frapper aussi les Occidentaux. Alors pour l'instant, c'est en Ukraine, hein, c'est les centres de pouvoir à Kiev, hein, c'est des cibles militaires à Kiev, donc c'est toutes les emprises, si vous voulez, où il y a des espions, des officiers américains, des Britanniques, des gens de l'OTAN, bon, enfin, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, tout ce qui est... là où il y a des militaires, mais au sens très large, bon, voilà, afin que tous les endroits d'où part le ciblage, les drones, tout ce qui fournit du renseignement aux Ukrainiens, etc. En fait, nous allons payer le fait d'être allé trop loin, d'avoir poussé trop loin sur le thème Poutine bluffe, Poutine ne réagit jamais. Voilà. Moi, je dois vous dire que ça me désole. Il n'y a pas d'autre terme qu'on en arrive là. Alors, encore une fois, les Russes ne sont pas exempts de responsabilité et certainement d'un manque d'habileté, peut-être au moment d'Anchorage, après Anchorage, à l'époque où Trump avait encore un tout petit peu la main sur ce qu'il faisait, hein, où il n'était pas totalement repris en main par les néoconservateurs. Il aurait fallu accepter ce que souhaitait Trump, c'est-à-dire de rencontrer Zelensky. Bon, alors évidemment, il y a une querelle de légitimité et de légalité, puisque Zelensky n'est plus président en fait depuis juin 24, n'est pas considéré comme légitime, puisqu'en fait c'est le successeur de Poroshenko, qui est lui-même l'homme qu'on a mis après le coup d'État de Maïdan. Bon, bref, donc les Russes ne le considèrent pas comme représentant le peuple ukrainien. Ils représentent ce qu'ils appellent le régime de Kiev, la clique de Kiev. Enfin, il y a
Il y a beaucoup d'adjectifs et d'images. Mais en tout cas, si vous voulez, voilà, donc les Russes ont peut-être raté le coche là, et peut-être qu'il faudrait qu'aujourd'hui Vladimir Poutine appelle Donald Trump et lui dise, écoute, fais venir Zelensky, voilà, bon, il est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut, il ne représente rien à mes yeux, mais s'il le faut, voilà, il faut qu'on arrête ça parce que ça va très mal se terminer. Ça va très très mal se terminer. Et, en fait, voilà, les Russes qui ont toujours eu peur, si vous voulez, de l'escalade, ils ont toujours eu peur qu'en répliquant à nos provocations, ils déclenchent l'escalade, et que ce soit la Troisième Guerre mondiale, contre l'OTAN, contre les États-Unis, contre bien sûr l'Europe, et qu'on ne puisse plus arrêter l'engrenage. Là, on a l'impression qu'il y a un petit verrou qui a sauté, et que, eh bien, ils s'en fichent et ils nous disent juste de nous barrer, en fait. De nous barrer si on veut pas être tués. Et tenez-vous bien, les Européens ont dit non, non, nous, on reste là. Ils s'imaginent peut-être protéger Zelensky et les gens autour de lui, son gouvernement. Donc, voilà, c'est extrêmement inquiétant, franchement. C'est vraiment dommage que les Américains n'aient pas joué la carte Anchorage sérieusement. C'est dommage aussi que Donald Trump ne comprenne pas qu'il a besoin aussi de Poutine, pas seulement de Xi Jinping, il a besoin de Poutine vis-à-vis de l'Iran s'il veut arriver à trouver une porte de sortie qui ne soit pas trop humiliante pour lui. C'est vraiment dommage que tout soit fait pour la guerre et jamais pour la paix, quoi. Voilà, bon, c'est une lapalissade, me direz-vous, si c'est tout ce que vous avez à nous dire. J'entends déjà mes détracteurs. C'est un peu light. Oui, c'est un peu light. Mais à la fin, si vous voulez, on se dit quand même, c'est terrifiant que toute l'intelligence, quand même, il y a quand même des gens intelligents chez tous ces gens. Voilà, même si aujourd'hui, ce qu'a dit Kissinger... ou ce qu'a dit Brzezinski d'ailleurs il y a quelques années, ce qu'ils ont dit l'un et l'autre sur le thème « Attention, l'Ukraine, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas toucher, ça va se retourner contre nous, etc. » Aujourd'hui, si Kissinger serait traité de pro-russe, probablement, pour dire ça, parce qu'on ne comprend plus rien, n'est-ce pas, au raisonnement, on ne comprend plus rien à la nécessité de se projeter j'allais dire pas dans la tête, mais d'essayer de se mettre à la place de l'autre partie dans une négociation ou dans un conflit ou dans une crise, de voir les choses de manière globale, de comprendre l'intérêt en l'espèce de l'ensemble européen, et je ne parle même pas de la France, dans toute la complexité de cette Eurasie à laquelle, encore une fois, nous appartenons et qui est en train de se construire sans nous et de plus en plus contre nous. Et c'est de notre faute, voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est de notre faute. Donc, vraiment, on aurait beaucoup à faire. La France pourrait avoir un rôle très important d'intermédiation, d'intercession, comment dirais-je, de non-alignement précisément pour essayer de rétablir un équilibre sécuritaire à l'échelle européenne. Et bien sûr, tirer aussi des fruits économiques, et en l'espèce dans le domaine de l'énergie, de notre voisinage avec la Russie et de la position de force de la Russie. Bon, enfin ça, voilà, je le dis parce que je ne résiste pas à la nécessité de le dire de mon point de vue, mais bon. En tout cas, c'est très inquiétant. Les Russes, donc je ne sais pas comment ça va se traduire véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils espèrent peut-être qu'en frappant ces centres, alors j'imagine que les Américains sont en train de faire dégager tout leur personnel, tous leurs espions, tous leurs officiers, tous les conseillers, les Anglais probablement aussi. Je n'ose pas penser que les Européens ne le font pas. Et j'espère qu'on va comprendre surtout, parce que sinon, on va finir par avoir ce que la Russie, à mon avis, ne veut absolument pas faire, mais à force d'expliquer et de tout faire pour qu'elle réagisse
et avance vers l'Europe, ça va finir par arriver. C'est-à-dire qu'après les cibles en Ukraine, ça va être des cibles en Europe. Hein, alors peut-être pas tout de suite en France ou en Grande-Bretagne, mais ça peut être les Pays-Bas, ça peut être la Roumanie, ça peut être la Pologne, ça peut être l'Allemagne. Enfin, qu'est-ce qu'on cherche, quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on veut véritablement entrer en guerre contre la Russie? Est-ce qu'on se rend compte de ce dont on parle? Voilà. Désolée d'être un peu énervée, mais moi, ça me rend folle. Bon, écoutez. Voilà. Et je termine avec, mais c'est dans la même veine, les nouveaux projets, enfin les projets qui ne sont pas nouveaux du tout d'ailleurs, mais la manière dont le chancelier allemand Merz, Friedrich Merz, est en train de se pavaner en expliquant que désormais le grand projet, n'est-ce pas, c'est de faire entrer l'Ukraine, qui est un pays en guerre, je le rappelle, dans l'Union européenne en fast track, hein, c'est-à-dire par le côté, enfin rapidement, hein, en procédure accélérée, pardon, pour lui faire avoir accès, bien sûr, aux fonds européens, à la discussion. Alors, elle n'aurait pas de droit de vote, parce que ça, quand même, ça va être compliqué, mais elle aurait tout. Elle aurait tout, et surtout, elle pourrait bénéficier, bien sûr, c'est ça l'idée, des garanties de sécurité qui font qu'en cas d'agression contre son territoire, les autres membres de l'Union européenne doivent lui porter assistance par tous les moyens à leur disposition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. D'abord, l'Ukraine est un pays en guerre. Okay, donc, rentrer dans l'Union européenne quand on est un pays en guerre, je ne parle même pas du fait de se plier aux règlements européens, de transposer les règlements européens dans les lois ukrainiennes, ça j'aimerais bien voir ça, mais c'est en fait un moyen de pouvoir justifier le déploiement de troupes européennes, à mon avis c'est ça, sur le territoire ukrainien, au titre de cette appartenance, alors c'est pas un statut d'État membre, c'est un statut de partenariat privilégié, d'accord d'association, je crois, avec l'Union européenne. D'ailleurs, ça rappelle Maïdan, parce que c'est là-dessus que tout avait commencé aussi. Voilà. Hein, c'est parce que les Américains poussaient les Européens à faire entrer l'Ukraine dans un accord d'association avec l'Union européenne, et les Russes, en face, essayaient de proposer plus aux Ukrainiens en termes d'argent, et deux, essayaient d'empêcher que l'Ukraine ne soit arrachée, en fait, à leur influence économique et politique, c'est clair. Donc on en est là. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'au lieu de se calmer, au lieu d'enlever très très vite tous les gens qu'on a à Kiev, parce que ça va faire très mal, alors vous me direz, ça part d'un bon sentiment, c'est pour protéger la population kievienne, mais ce n'est pas la population kievienne qui est menacée. Ce sont les emprises militaires et gouvernementales kieviennes, probablement. Et tous les endroits où il y a des agents qui étaient en soutien, en support, en fait, du pouvoir de Kiev, pour porter l'Ukraine à bout de bras, en faisant croire qu'elle peut encore gagner. Voilà, et pendant ce temps, tout le monde meurt. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Voilà, c'est très. Je suis désolée de ne pas faire des émissions un peu plus gaies, un peu plus constructives, un peu plus sur des propositions, mais on ne voit pas très bien ce qu'on peut proposer. Ce qu'on peut proposer, c'est que notre président de la République prenne son téléphone, parle au président Poutine, parle au président Trump, essaie de faire quelque chose, essaie de... voilà, mais tant qu'on fait semblant de croire que l'Ukraine est souveraine, qu'on est en soutien d'un pays souverain, enfin, tout ça est tellement, on est parti tellement loin en fait dans le mensonge vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, eh bien on risque d'en subir quand même les conséquences, parce que du côté russe, je trouve qu'ils sont plutôt, on sent ce durcissement, encore une fois, et je ne suis pas la seule à le sentir, il y a énormément de gens qui en parlent. On sent ce durcissement, on sent cette fureur rentrer, cette frustration, et cette position qui à la fin est de dire « ça suffit, on ne peut plus se laisser marcher dessus comme ça ». Voilà.
Et puisqu'il n'y a rien à négocier, rien, que personne ne veut rien comprendre, que personne ne veut discuter avec nous, sérieusement, de choses sérieuses, de sécurité européenne, et donc de reneutralisation évidemment de l'Ukraine, eh ben, il faut se faire entendre autrement, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Chers amis, je vous quitte. Likez, partagez cette vidéo, faites connaître la chaîne autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous au Cercle des Amis de Paix et Guerre si vous voulez avoir des contenus en plus chaque semaine. Soutenez-nous par Tipeee si vous pouvez le faire. Faites des commentaires, enfin bref. Tout ce qui peut montrer votre attachement à notre chaîne est bon pour elle et bon, me fait du bien au cœur aussi, me fait chaud au cœur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.